bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis de partager aujourd'hui un exemple de collaboration réussie, de partenariat entre PepsiCo et Transalliance à travers la mise en place de véhicules électriques. L'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter le projet tel qu'il a été mis en place entre nos deux entreprises, de voir comment ça s'inscrit dans nos stratégies respectives de décarbonation, et voir aussi, avec le recul de la mise en place de ces véhicules électriques, quel retour d'expérience on peut avoir et on va dire quelles sont les étapes suivantes pour avancer sur le déploiement de nouveaux véhicules éventuellement électriques sur d'autres flux peut-être. Voilà. Je propose qu'on démarre. On a à peu près 30 minutes de présentation qui sont prévues. Évidemment, n'hésitez pas à poser des questions en fin de présentation, c'est un échange, on sera ravis de pouvoir y répondre. Oui, alors peut-être on va se présenter très, très rapidement, Chloé. Bonjour à tous, donc je m'appelle Chloé Gage, je travaille chez PepsiCo depuis bientôt 10 ans et j'occupe depuis 2 ans le poste de responsable décarbonation au niveau global avec un focus Europe, Moyen-Orient, Afrique du Sud. Et donc du coup, c'est de conduire toute la roadmap qu'on va avoir pour décarboner le transport. Et c'est tout ça dans les équipes achats. Donc quant à moi, Jean-Baptiste Avril, je suis le directeur du développement de Transalliance, donc acteur du transport et de la logistique européen. On démarre. Alors, au niveau peut-être du déroulé, je voulais revenir sur le plan de la présentation. Donc, très rapidement, on va expliquer notre stratégie de décarbonation respective. Et l'idée, c'est de rentrer dans le vif du sujet avec la présentation du projet et comment on a travaillé au cours des 12 derniers mois pour la mise en place de ces véhicules. Donc très rapidement pour vous présenter PepsiCo. Donc PepsiCo, le groupe a été créé en 1965 avec la fusion des chips Lay's et de la boisson Pepsi. Ça existe en France depuis 1993. Sur la partie française, donc vous avez les chiffres sur la slide pour la partie monde. Sur la partie française, pour donner peut-être un petit peu de contexte également, on est sur à peu près 850 millions de chiffre d'affaires. On est à peu près 600 employés en France. On est organisé autour de 3 typologies de produits. Donc on va retrouver toute la logistique qui va être liée aux boissons, dans lesquelles on va retrouver des marques comme Lipton, Pepsi, 7-Up. Ensuite, on va avoir toute la partie snacking, où là, on va avoir les chips Lay's en marque phare. Et après, d'autres marques comme toute la partie Ben & Nuts avec les 3D, les Fritel. Et enfin, la partie nutrition avec 2 grosses marques que sont les Quaker et Alvaillé. Alors, quelques mots concernant Transalliance. Nous sommes un acteur connu et ancien du transport. Depuis plus de 50 ans, nous sommes présents évidemment sur un certain nombre d'activités transport, historiquement beaucoup sur du transport à la demande, du général cargo, mais aussi sur de la distribution palette. Donc on est présent sur différents métiers du transport et aussi sur de la commission transport en France et à l'international. Nous sommes une société familiale, c'est important de le rappeler, surtout dans le contexte actuel avec un capital détenu à 100% par le PDG actuel, Alexandre Michel. Et nous sommes aussi donc présents dans 7 pays à travers l'Europe. Donc la France, le Luxembourg, la Belgique, l'Angleterre, la Belgique, l'Espagne, pardon, l'Italie et la Hongrie. Et enfin, depuis une dizaine d'années, nous sommes présents dans la logistique avec aujourd'hui un peu plus de 800 000 m² d'entrepôts opérés en France et au Luxembourg à travers une trentaine de sites. Petite introduction sur notre partie roadmap décarbonation et quelques chiffres là-dessus. Donc, le transport est aujourd'hui une partie primordiale de la stratégie décarbonation PepsiCo, tout simplement parce que c'est le 3e pilier qui va venir impacter nos émissions. En premier, on retrouve évidemment l'agriculture, avec notamment par exemple les pommes de terre qui vont venir impacter très très fortement les émissions CO2. En second, la partie packaging, et donc comme je l'ai dit, en 3e, la partie transport, ce qui explique aujourd'hui pourquoi on a une roadmap construite et précise afin de décarboner cette partie-là. Tous les objectifs de PepsiCo en termes de décarbonation ont été validés SBTi, et donc on est aligné sur les accords de Paris avec aujourd'hui comme objectifs principaux donc une réduction de nos émissions de 42% à horizon 2030 et une neutralité carbone à horizon 2050.
Donc je propose désormais qu'on explique le projet tel qu'il a été construit ensemble. Évidemment, ça part d'une collaboration existante entre nos deux entreprises. On était présents à la fois sur les flux amont, flux transport primaire, et sur de la distribution, flux secondaire. Et on a aussi, bien entendu, une trajectoire de réduction d'émissions carbone avec une stratégie RSE. Et c'était intéressant que les stratégies des entreprises se rejoignent à travers un projet. En particulier sur du flux amont, donc du transport primaire de navettes entre l'usine de Verne en Belgique et l'entrepôt de distribution en France. Alors à l'époque, au démarrage, c'était Libercourt. Depuis, le stock a été transféré sur un nouveau site à Dourges. Mais l'idée, c'était vraiment, à travers ces flux primaires, faire toute une étude de faisabilité de mise en place de véhicules électriques. On était déjà en HVO sur ces flux-là. On était non exclusif. Donc l'idée, on était un transporteur important, mais parmi d'autres. Et c'était intéressant qu'à partir d'une étude de flux, on puisse voir comment on peut mettre en place ensemble ces véhicules électriques. Donc c'est vraiment la juxtaposition de stratégies RSE qui se sont retrouvées autour d'un projet concret. Alors là, les volumes sont évidemment très importants, ce qui facilite forcément l'étude de différentes solutions de décarbonation, y compris sur l'électrique, avec plus de 10 000 navettes par an. L'idée, c'était de voir comment, en optimisant l'utilisation des véhicules, on pouvait recourir à de l'électrique. Donc vraiment, ce qui a été important, c'était de définir l'utilisation optimum des véhicules pour voir dans quelle mesure l'électrique pouvait être intégré. On n'a pas raisonné de façon inverse en disant on veut faire de l'électrique et après on voit comment on gère. Alors effectivement, ça a été à un moment donné, il a fallu bien regarder les contraintes d'exploitation pour voir comment l'électrique pouvait s'insérer dedans. Mais vraiment, on insiste là-dessus, c'est comment on optimise la gestion de ces rotations, de ces flux, et après on voit si l'électrique peut correspondre ou non. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a regardé évidemment les optimisations et la capacité à pouvoir faire des rotations. Donc c'est pour ça que là pour le coup, c'est PepsiCo vous avez voulu mettre en place un déchargement automatique via des semi-remorques Joloda. L'idée aussi qui nous a forcément aidé dans la mise en place de l'électrique, c'est qu'on est sur des poids moyens qui sont relativement limités, faibles. Donc clairement, le fait, avec les chips en particulier, qu'on atteigne 10 tonnes maximum de chargement, aussi, on va le voir, à faciliter le passage électrique. Et puis, on va le voir, l'idée aussi, c'est qu'on est sur une idée de partenariat de moyen-long terme, donc avec une possibilité de s'engager sur la durée. Ça, c'est très important parce que sans visibilité sur la durée, on le verra un peu plus tard, c'est très compliqué de mettre en place dans cette optique des véhicules électriques. On est sur des flux de 220 km, un peu plus de 220 km en élé simple, entre l'usine et le centre de distribution. Aller-retour, le 220 km. Ouais, pardon. Donc, alors, comment on a travaillé l'offre électrique? Tout d'abord, on a choisi des véhicules, c'est des véhicules Mercedes. Alors, c'est pas pour faire de la publicité pour Mercedes, parce qu'on sait qu'il y a d'autres constructeurs qui sont présents lors de ce salon, dont un qui est partenaire. Il se trouve qu'on a fait une étude de marché et qu'à l'époque, au moment où on a décidé de mettre en place ces véhicules, c'était vraiment l'autonomie, et on va le voir, c'est l'autonomie qui était le critère essentiel de décision. Donc on voulait absolument un véhicule qui soit en mesure de pouvoir tenir plus de 500 km en électrique, donc pouvoir faire éventuellement deux rotations, enfin 2 allers-retours. Après, au niveau des chargeurs, c'est plutôt vous qui avez piloté cette partie-là, mais l'idée, évidemment, c'était que les chargeurs soient suffisamment puissants pour pouvoir recharger rapidement les véhicules. Donc là, effectivement, il y a eu un peu un partage des rôles. Donc nous, on s'est occupé plutôt de la partie, en tant que Transalliance, la partie véhicule, et toute l'étude, le choix du modèle considéré, et puis évidemment la commande, c'est Transalliance qui l'a fait. Et sur la partie chargeur, c'est plutôt vous qui avez piloté le choix et l'achat des chargeurs. Donc avec 5 chargeurs, mais on verra, les 5 chargeurs ne sont pas forcément dédiés à cette activité.
Au niveau technique, ce qui est important de noter, c'est que vraiment on a travaillé les cycles de charge des véhicules. On l'a intégré dans notre exploitation. Donc l'idée, c'est qu'en 30 minutes, on puisse absolument passer de 30 à 75-80% de recharge. Pourquoi 30 minutes? Parce que l'idée, c'est qu'évidemment, on puisse faire des rotations, puisqu'on a double tour. On est sur un référentiel de 45 minutes de pause conducteur. Donc, il faut que pendant la pause du conducteur, on soit en mesure de recharger rapidement les véhicules de façon simple. Donc ça, c'est vraiment un leitmotiv. On a vraiment choisi le matériel en fonction de ça. Et aujourd'hui, c'est le cas. Hein. Aujourd'hui, on verra dans le retour d'expérience, mais on ne descend quasiment jamais à 30%, en dessous de 30% de charge. Alors ça reprend évidemment les préconisations constructeurs, mais globalement, on ne veut prendre évidemment aucun risque par rapport à ça. Autre sujet, c'est qu'on s'est aperçu, là ça fait partie du retour d'expérience, on n'avait pas forcément cela en tête au départ, c'est de grandes variations d'une journée à l'autre, en fonction de la météo par exemple, des consommations. On a pu voir que dès qu'il y avait du vent, dès qu'il y avait des conditions météorologiques particulières, il y avait une variation de la consommation. Donc il faut absolument se garder une marge de sécurité par rapport à cela. Voilà. Donc on a vraiment pris en compte, ça c'est le bureau d'études chez nous qui a fait tout ce travail, et on le fait de façon systématique désormais pour tous ces projets de mise en place de véhicules électriques en flux dédiés, navettes, intercités, ce genre de choses. Alors quelques mots sur le planning projet. Alors c'est très détaillé, mais l'idée à retenir, c'est qu'il nous a fallu 1 an entre le moment où on a commencé à échanger sur le sujet et la mise en place de ces véhicules de manière opérationnelle. Hein. Donc 1 an, c'est évidemment, ça intègre le délai de commande de passation de la commande et l'arrivée du véhicule, mais il a fallu facilement 3-4 mois pour qu'on étudie ensemble le projet, les contraintes. Il y a eu forcément des allers-retours par rapport à cela. C'est un investissement, donc évidemment ça s'anticipe. Et surtout, il a fallu vraiment affiner le projet pour intégrer toutes les conditions opérationnelles du sujet. On va y revenir, mais c'est vraiment les opérations qui ont dicté la mise en place concrète du projet. Donc finalement, on a démarré qu'en mars cette année, de façon progressive. D'abord 3, puis 2 tracteurs, et désormais les 5 sont opérationnels. Avec des semis Joloda, voilà, aux couleurs PepsiCo. Donc, concernant le retour d'expérience. Pour résumer un petit peu, si on repart sur toute la démarche, donc comment ça s'est passé? On a commencé, donc dans cette roadmap, on voulait vraiment partir sur l'électrique, et donc pour pouvoir partir sur l'électrique, aujourd'hui, on n'a pas l'offre aussi flexible qu'on va avoir sur des camions diesel standards. Tout simplement parce qu'il n'y a pas encore assez de camions sur la route, que le réseau n'est pas encore développé. Et donc, du coup, il y a vraiment eu une analyse au préalable qui a été faite pour se dire où est-ce qu'on va avoir la possibilité de mettre des camions dédiés. On en a assez peu. Et ce n'était pas la manière la plus classique chez PepsiCo de travailler. Donc, du coup, il y a une partie analyse des flux chez nous pour se dire où est-ce qu'on va pouvoir mettre du camion dédié qui va nous permettre d'aller chercher du tracteur électrique. On a en effet ce flux de navettes qui est historique, qui existe du coup depuis plus de 10 ans, qui se prêtait très bien à ça. Après, ce qui fait qu'on était un petit peu frileux au départ aussi, c'est donc, comme on l'a dit, c'est un flux qui est en double poste. Donc aujourd'hui, les camions font 800 km jour. Donc c'est énorme sur l'électrique. Les batteries n'étaient pas encore là pour pouvoir faire ces distances-là. Et donc du coup, vraiment, tout le travail a été fait pour se dire où est-ce qu'on peut les mettre. Comment on intègre la recharge là-dedans, parce que donc évidemment le camion il faut qu'on le recharge dans la journée, parce qu'aujourd'hui les autonomies ne nous permettent pas de faire ces 800 km sans charger au milieu. Donc comment on intègre cette partie recharge dans l'opérationnalisation de ces camions. Donc tout ce travail-là, il a été fait donc un peu au préalable chez nous, et après évidemment en collaboration avec Trosalliance pour essayer de bien caler ça, et notamment sur les postes chauffeurs. Aujourd'hui, les postes chauffeurs nous permettent de recharger et de faire un peu de biberonnage sur le camion avant qu'il reparte à l'usine et qu'il revienne à notre entrepôt.
Donc ça, c'est sur toute la partie travail au préalable. Il a fallu que nous aussi, on monte en compétences également sur la partie recharge. C'était très nouveau. On avait 2 bornes qu'on avait installées dans notre entrepôt à Paris pour des camions électriques qui tournent dans la région parisienne. Mais là, c'est pas du tout la même chose. On est sur de la recharge lente, avec beaucoup moins de contraintes opérationnelles que sur les camions qu'on a dans le Nord. Donc cette montée en compétence sur la partie recharge sur notre site de Dourges, qui est un site neuf. Donc c'était important aussi pour nous de vraiment, avec ce site neuf, participer encore une fois à l'établissement de la roadmap de décarbonation et donc du coup de se préparer pour l'avenir où on sait qu'on va investir de plus en plus dans les camions électriques. Donc avec cette recharge rapide, aujourd'hui, 5 bornes comme on l'a dit, on a 3 bornes 350 kg et 2 bornes 150 kg qui donc du coup n'ont pas tout à fait les mêmes usages. La 150 kg, elle va plutôt être sur du transport régional où la recharge peut se faire plus lentement sur la nuit. Et les 3 bornes 350 sont pas dédiés à ces 5 camions navettes. Par contre, ils sont prioritaires dessus quand même. Quand ils viennent, il faut qu'ils puissent charger parce qu'ils ont besoin de charger et qu'ils repartent derrière. Peut-être une précision par rapport à ces batteries. La question s'est posée, c'est lorsque lorsque les véhicules reviennent en même temps, comment utiliser ces recharges. Et c'est vraiment intéressant parce qu'il y a un algorithme au niveau du chargeur qui fait qu'aujourd'hui, c'est le véhicule qui est le moins en charge, qui est prioritaire et qui est chargé et qui va charger plus vite que les 2 autres. Donc c'est intelligent, c'est smart, donc de manière à ce qu'on soit toujours à plus de 30% de charge de nos véhicules sur les cycles. C'est vraiment les batteries aujourd'hui fonctionnent de cette manière-là. Donc aujourd'hui on a des temps de recharge qui sont vraiment, vraiment rapides. Ensuite, dans ce projet-là, il y a eu aussi comment on travaille un peu différemment. Donc, comme je l'ai dit, il a fallu qu'on adopte un petit peu l'opérationnalisation des activités. Donc, tout ça s'est fait aussi en collaboration avec Transalliance. Et il y a eu également aussi comment on adapte nos contrats. La partie contrat est hyper importante. Les camions électriques sont nouveaux. On ne sait pas ce que va donner le marché de seconde main. Il y a des questions sur les assurances, sur les maintenances, qui sont censées être plutôt positif par rapport à ce qu'on voit sur le diesel, mais toujours est-il qu'on a assez peu de retours dessus, donc on navigue un petit peu à vue. Et donc l'engagement sur le contrat a été une partie clé pour pouvoir mettre en place ces camions électriques. Et donc sur des contrats où on est plutôt, donc on est d'habitude sur des contrats d'1 an. Sur celui-ci, on a travaillé sur un contrat entre 3 et 5 ans, et donc là on est sur un contrat de 5 ans, ce qui nous permet de vraiment pouvoir de mettre en place des solutions qu'on n'aurait pas pu mettre en place sans ça. Je pense que c'est vraiment important de le mentionner. Et enfin, en termes un petit peu de perspective et si on se projette, donc ça c'est un projet qui a hyper bien fonctionné. Quand on a mis en place ces camions, en fait aujourd'hui, PepsiCo a une saisonnalité qui est hyper importante, c'est-à-dire que sur un mois de juin, on peut faire jusqu'à x2 en termes de volume par rapport à un mois de janvier. Et donc les 5 camions qui ont été mis en place sont vraiment là pour rouler toute l'année, et donc du coup ils vont faire cette baseline qu'on a toute l'année de volume pour qu'ils soient utilisés tout le temps. Donc demain l'idée c'est de pouvoir augmenter le nombre de camions électriques sur ce flux et sur les autres flux, et également de passer à l'échelle. Donc aujourd'hui on voit que les camions électriques qu'on a mis en place, c'est un modèle de camion dédié. Et on espère fortement qu'à l'avenir, avec l'évolution des réseaux de bornes de recharge, parce que donc là aujourd'hui on charge chez nous, mais il va y avoir de plus en plus de stations publiques qui vont nous permettre de faire de l'itinérance, et donc encore une fois de ne pas rester sur ce modèle dédié. Donc les perspectives, c'est vraiment de pouvoir passer, de déployer la solution sur l'ensemble de nos flux au maximum. Les objectifs qu'on s'est posés, c'est d'avoir 20% de nos kilomètres réalisés en électrique d'ici 2030. C'est très ambitieux, mais on pense que ça va évoluer très rapidement. On le voit déjà aujourd'hui sur l'évolution de la technologie. Les batteries, il y a 2 ans, les premiers camions électriques qu'on a mis en place, qui étaient en 2024, on était à 250 km d'autonomie. Sur les camions qui arrivent cette année, on se parle de 500-600. Donc en fait, la technologie évolue tellement vite qu'on sait que ça va nous permettre de pouvoir accélérer fortement là-dessus dans les mois, années qui viennent. Lié à ça, on va avoir les TCO. Donc aujourd'hui, l'électrique, nous, on est sur un surcoût quand même par rapport au diesel. Et donc avec cette économie d'échelle qu'on va faire, on espère avoir des TCO qui vont devenir de plus en plus compétitifs. Et pour la petite histoire, c'est des choses qu'on voit quand même déjà arriver avec les taxes carbone qui ont un impact fort, notamment aujourd'hui en Allemagne, où la Maut a explosé il y a 2 ans.
et notamment pour les camions diesel. Et ça, en fait, on voit vraiment l'effet que ça a, parce qu'aujourd'hui, les camions diesel les camions électriques deviennent compétitifs par rapport à du diesel, avec toutes ces initiatives-là, comme les taxes carbone. On est exactement dans la même logique au niveau de Transalliance, parce qu'on voit cette approche dynamique en un an. Les choses ont quand même beaucoup évolué entre le moment où on a démarré le projet et la situation après 3-4 mois de démarrage. Donc en 15-16 mois, effectivement, les TCO de l'électrique ont tendance à se rapprocher sur des TCO des véhicules standards. Nous, on insiste vraiment sur la courbe d'apprentissage, parce qu'on a appris beaucoup à travers ce type de projet, et à tel point aujourd'hui qu'on commence à déployer de plus en plus de véhicules électriques. On en a déployé 15 là, au cours des 3 derniers mois. Et ce projet nous a beaucoup aidé, parce que ça nous a aidé en termes évidemment de méthodologie, en travaillant avec vous, et pour avancer sur ce type de projet. On s'est réparti les tâches, on a travaillé, on a fait une étude de marché sur le matériel, on a formé aussi nos conducteurs et nos exploitants à l'utilisation de l'électrique. Alors c'est très intéressant, on a appris aussi beaucoup de choses. Nos conducteurs sont ravis, c'est eux les premiers promoteurs aujourd'hui de l'électrique au sein de l'entreprise. Sur l'exploitation, ça a été un petit peu plus difficile, mais c'est normal, il faut un petit temps d'apprentissage. Mais on voit à tous les niveaux, au niveau de l'entretien, de la maintenance, ce genre de choses, on apprend et ça nous sert pour la suite. Évidemment, le contexte réglementaire joue énormément, donc les choses bougent au niveau des primes, des engagements. De nouvelles choses vont apparaître dans les prochaines semaines et prochains mois. Donc on suit évidemment ça de très près. Mais globalement, je retiens exactement ce que tu as dit, Chloé. C'est les choses bougent, et aujourd'hui, l'électrique s'insère de plus en plus dans des projets, dans des panels de solutions de décarbonation transport. Nous, c'est un peu notre logique chez Transalliance. On est plutôt pragmatique, hein, clairement. On travaille avec nos clients en proximité. Donc on ne met pas forcément une technologie alternative au diesel plutôt qu'une autre, mais l'électrique maintenant devient un concurrent entre guillemets sérieux, une alternative crédible pour l'instant surtout des véhicules en cyclé ou des véhicules dédiés, mais de plus en plus on réfléchit à des solutions sur de la distribution régionale, multi-clients sur ce type de véhicules. Donc voilà, les choses bougent. On est plutôt pour l'instant sur du régional. La longue distance, il faut encore attendre un petit peu. Mais voilà, l'idée c'est on intègre l'électrique de plus en plus dans nos solutions de décarbonation, et on accompagne PepsiCo et d'autres sur ce type de projet. Donc voilà, donc on est content, on est ravis d'avoir réalisé ce projet avec succès avec vous. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des... Donc, pour le coup, sur ce flux-là, encore une fois, la partie charge était primordiale, parce que très contraignant avec le nombre de kilomètres. Et donc la question s'était posée, Transalliance n'avait pas de chargeur, je ne sais pas s'il y en a aujourd'hui sur l'Ibercourt. À l'époque, il n'y en avait pas. Et quand on a fait ce projet d'électrifier ce flux, en fait, on avait décidé de se lancer dedans parce que c'était là où on allait avoir du volume, là où on allait pouvoir mettre du camion. Et donc, du coup, c'était de se dire, pour que ça marche, comment on va faire ? Et PepsiCo PepsiCo a eu aussi la volonté de tester toute la partie infrastructure. Parce que dans la réflexion, il y a le fait que demain, dans le réseau, il y aura du public, il y aura beaucoup de privé. Et le privé, il sera chez nos transporteurs, mais il sera aussi chez nous. Et pour avoir le plus de flexibilité possible, encore une fois, le dépôt était neuf et il n'était pas encore construit quand on a lancé le projet des camions électriques, d'où le fait d'ailleurs que l'étude de base s'était faite sur le dépôt à Libercourt, donc qui était à 8 km du dépôt d'aujourd'hui. Et le fait d'avoir un dépôt neuf, vraiment il y a eu cette réflexion de se dire, ce dépôt, on s'y installe, donc on va y rester longtemps, donc il faut qu'on se projette. Et dans la projection, il y avait l'évolution et l'arrivée du camion électrique, et donc du coup le besoin d'avoir des infrastructures.
Après va se rajouter aussi toute la partie coût, c'est-à-dire qu'en ayant les infrastructures chez nous, on maîtrise le coût de l'électricité et donc du coup ça va être un avantage financier pour nous. Oui, bonjour, j'avais une question sur la partie justement maintenance. Alors vous n'avez peut-être pas encore beaucoup de recul sur le véhicule si ça vient de démarrer, mais c'est quand vous évoquiez l'entretien et la maintenance par rapport au tracteur. C'est une bonne question. Concrètement, aujourd'hui, on s'aperçoit que finalement, relativement peu de personnes sont formées à la maintenance de ces véhicules électriques, y compris chez notre partenaire Mercedes. Donc on a eu quelques petits soucis au départ parce que notre agence de proximité n'avait pas forcément les compétences sur place pour réparer rapidement quand il y avait un souci. Mais les choses se sont ajustées au fur et à mesure. Mais encore une fois, c'est pour ça que j'insiste sur la courbe d'apprentissage. En l'espace déjà en 3-4 mois, on a été confronté à des petits soucis d'ordre électronique, ce genre de choses. Et on s'aperçoit qu'en fait, une fois qu'on l'a testé une fois, le problème ne revient pas. Normalement, on n'est pas répétitif. Donc les choses s'ajustent. Mais c'est vrai qu'au début, comme c'est nouveau, on n'a pas forcément les bons réflexes. Et puis, on avait ce problème de proximité. Notre agence, qui est partenaire, n'était pas forcément bien en point au niveau de la maintenance électrique. Voilà. Mais c'est réglé entre-temps. Maintenant, l'agence de l'IE20 a repris le relais. C'est bon. Et juste bien avoir en tête pour compléter, parce que donc là, on pense à la maintenance des camions. Il y a aussi une grosse courbe d'apprentissage sur les bornes en elles-mêmes. Parce qu'on a eu pas mal de soucis au début. Parce qu'encore une fois, pareil, on apprend tous. Et la technologie est nouvelle. Et on s'est retrouvé dans des cas où quand il y avait un problème, on était là, on ne comprend pas si le problème vient de la borne ou du camion. Et donc ça, c'est vrai que entre les équipes qui s'occupent de nos bornes et après, en effet, les équipes de Mercedes, il faut vraiment être prêt aujourd'hui à y dédier énormément de temps au début et d'avoir ces équipes réactives pour pouvoir faire redémarrer dès qu'il y a le moindre souci, parce que ça, c'est vraiment primordial. Et encore une fois, on avait cette chance, c'est qu'on pouvait basculer les flux sur des véhicules des standards. Donc on avait le backup. Donc c'est vrai que ça nous a aidés, il faut se le dire, sur les premières semaines du démarrage. Allô, oui, sur PepsiCo, j'avais une question. Est-ce que, du fait que c'est un site neuf, est-ce que vous avez envisagé d'installer en complément des batteries de stockage d'électricité si vous avez une rotation ou un besoin important pour lisser davantage les conditions d'achat de l'électricité? C'est quelque chose qui est en cours de réflexion, surtout qu'en effet, qui dit site neuf dit panneaux photovoltaïques, parce que c'est des obligations légales aujourd'hui. Donc évidemment, c'est en cours de réflexion. Après, aujourd'hui, c'est une solution qui coûte très cher. Donc on y réfléchit, on est en train de voir aussi, parce qu'on a des pays qui sont en train de le tester. Il me semble que c'est la Pologne chez nous qui est en train de tester cette solution. Mais pour le coup, c'est une porte qu'on ouvre et qu'on étudie sérieusement. Et vous l'étudiez dans l'idée de gérer ces batteries, l'investissement vous-même, ou via un prestataire externe qui vous fait une opération clé en main de batterie de stockage et de gestion avec le réseau RTE? Ça, pour le coup, c'est pareil, ça fera partie de la réflexion. Et aujourd'hui, on ne sait pas encore. Bonjour. Ceci dit, très concrètement, au coût kilomètre, là, vous en êtes où aujourd'hui? Hors investissement, amortissement et tout ça, là. Sur ces projets-là, on est aujourd'hui sur un surcoût par rapport au diesel qui va être de l'ordre de plus 10, plus 15%. Okay. En sachant que c'est, encore une fois... amortissement de chargeurs et tout ça, là. Oui. En sachant qu'encore une fois, ça évolue très vite. Donc on est parti sur ce projet-là. On a commencé à discuter de ce projet-là en 2024 même.
Et donc du coup, à l'époque, la technologie était toute nouvelle, et donc ça joue. Les camions étaient un petit peu plus chers aussi. Donc, et encore une fois, PepsiCo avait envie d'investir, et c'était une vraie volonté de l'entreprise de se dire, moi je veux investir dans la solution, et donc du coup, je suis prêt à aller amortir le surcoût. Aujourd'hui, on est ravis de faire ces projets-là. L'idée, ça va être quand même de demain, si encore une fois on veut passer à l'échelle et avoir la solution en masse, pour le coup, on ne pourra pas le faire partout. Et c'est pour ça que tout à l'heure on parlait de la compétitivité des TCO, c'est qu'il va falloir à un moment qu'on aille chercher cette parité. Est-ce que l'écart de coût, quand vous l'évoquez aujourd'hui, c'est tarif carburant actuel ou avant guerre d'Iran? C'était avant, par contre, ce que j'ai pas précisé, c'était que le flux était réalisé en HVO avec Transalliance. On travaillait déjà en biocarburant, on n'était pas en diesel. Merci. Merci de votre attention et à plus tard. Merci beaucoup. Au revoir.